Et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière, je n'ai jamais fait ce genre de vidéo, mais j'aimerais m'attarder sur un livre et vous expliquer pourquoi ça m'horripile de le trouver dans les rayons féministes des librairies. Donc, je vais donc vous parler du livre Femme puissante de Léa Salamé et vous expliquer en plusieurs points pourquoi je le trouve extrêmement problématique et en quoi pour moi il n'est absolument pas féministe. Tout d'abord, pourquoi j'ai lu ce livre. Je ne partage pas les idées politiques de Léa Salamé et donc c'est assez difficile pour moi de l'écouter. En plus je trouve que son travail journalistique est assez médiocre. Mais je me suis dit, une femme avec autant d'influence, puisqu'elle fait les matinales sur France Inter, c'est une des émissions radio les plus écoutées en France, je me suis dit, une femme avec cette influence qui écrit un livre féministe, je veux lire ça, je veux voir ce qu'on transmet à la population en termes d'idées du féminisme. Parce que forcément, pour quelqu'un qui n'aurait jamais lu d'essais féministes ou qui ne se serait jamais pensé sur le sujet, il est plus rassurant d'aller vers quelqu'un dont on connaît déjà les idées, le point de vue, voilà, ce genre de choses. Donc Léa Salamé a une énorme audience, donc je voulais voir ce qu'on transmet. Eh bien, je n'ai pas été déçue. J'ai réparti cette vidéo en plusieurs parties. Dans la première, j'aimerais soulever le pourquoi elle écrit ce livre et en quoi déjà ça part mal. Le second point qui est pour moi un des plus problématiques, enfin tout est problématique, mais le choix des interviewés, ses propres questions qui sont vraiment exceptionnelles des fois, les descriptions qu'elle fait des interviewés et ensuite les problèmes problématiques des interviewés elles-mêmes. Donc dans un premier temps, dans une courte introduction, Léa Salamé nous explique pourquoi elle a voulu écrire ce livre et elle explique que suite à un retrait volontaire de sa part des émissions radio France Inter suite à la candidature de son compagnon en politique, elle se décide à monter ce projet sous l'influence d'une autre personne des éditions de la radio France Inter. Et elle se dit qu'elle veut se réapproprier le qualificatif puissante et interviewer des femmes puissantes selon sa propre définition qu'elle ne donne pas vraiment d'ailleurs, en faire des interviews, puis pourquoi pas en faire un livre. Donc à la base c'est un podcast. Donc. Dans cette introduction, il y a déjà des choses problématiques puisqu'elle essaye de formuler un espèce de pardon, de demande de pardon au féminisme, puisqu'elle est née dans les années 70 et qu'elle estime que sa génération, donc d'une vingtaine d'années dans les années 90, a un petit peu délaissé le féminisme, pas en croyant, et elle fait partie de ces gens, qu'il n'y avait plus rien à défendre, que l'égalité avait été atteinte, et que les droits des femmes étaient en bonne posture. Sa demande de pardon au féminisme en interviewant des femmes qu'elle qualifie de puissantes, sans donner la définition de puissante, et ensuite quand on voit le choix des interviewés, pour moi je trouve ça déjà cringe à mort. Dans le sens où ce qu'elle fait là, pour moi, ce n'est pas du féminisme. Dans le sens où elle a choisi une catégorie de femmes bien précise, et on va le voir après, pour illustrer son propos, et pour moi, elle ne défend pas les femmes. Pour moi, elle s'arrogue le droit de choisir quelles femmes sont puissantes, et elle essaye même, j'ai presque l'impression qu'elle essaye de prouver que c'est bon, regardez, il y a des femmes puissantes qui sont à des postes de pouvoir, donc c'est bon, on est résolu avec le féminisme. Donc bon, pour moi déjà, sa demande est bancale, son projet est bancal. Mais oui, donc dans l'intro, il y a quand même 2-3 passages que j'ai relevés de vraiment problématiques. À la page 13, elle parle du fait qu'il y a plusieurs féminismes. Je vais vous lire le passage en question. Il y a plusieurs manières d'être féministe. Note Michel Perron. Il y a le féminisme d'Elisabeth Badinter ou de Catherine Deneuve, celui de Virginie Despentes ou d'Adèle Haenel. L'époque impose de choisir son camp, avec virulence c'est possible. Je m'y refuse. Simplement parce que je n'y arrive pas, parce qu'il n'y a pas une seule vérité. On peut être sensible aux arguments de l'une puis de l'autre. Sur ce sujet comme sur d'autres, je revendique le gris, la nuance, la complexité. Même si l'époque n'aime pas ça, je revendique de douter. Alors oui, vraiment, revendiquer de douter, revendiquer la nuance, là-dessus, je ne peux qu'être d'accord. Par contre, me parler du féminisme de Catherine Deneuve, non. Donc Catherine Deneuve n'est pas féministe. Et d'ailleurs, si on lui demande, elle ne se revendique pas féministe. En fait, il faut écouter les gens. Les gens qui ne se revendiquent pas féministes ne sont pas féministes. On peut être féministe sans le revendiquer.
Mais à un moment donné, Catherine Deneuve va à l'encontre de toutes les idées féministes. Donc pour moi, déjà, on part avec une balle dans le pied. Et ensuite, à la page 22, quand vous co-présentez une émission aux côtés d'un homme, c'est lui qui donne le là. Ce n'est pas de la misogynie, ni un défaut individuel, c'est une évidence structurelle, une donnée systémique. Et pour moi, là où elle dit ce n'est pas de la misogynie, il y a un vrai problème. Si, c'est de la misogynie systémique, c'est du sexisme systémique. C'est un problème systémique. Elle le dit elle-même derrière, c'est une donnée systémique. C'est une donnée qu'on peut faire changer. C'est une donnée problématique. Donc pourquoi j'ai l'impression qu'il y a un certain fatalisme de dire oui, bon bah, les hommes donnent le là dans toutes les émissions qu'on co-présente. Bon, bah c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. C'est une construction. Et ce n'est pas comme ça. Ensuite, passons au choix des interviewés. Donc, dans les interviewés, elle en a pris plus pour son podcast, mais dans ce livre, et je ne vais me concentrer que sur ce livre parce que je ne me suis pas fait l'affront d'aller écouter le podcast, elle choisit 12 femmes. 12 femmes qui sont toutes soit bourgeoises, en grande majorité, soit qui jouissent d'une énorme notoriété, et donc aujourd'hui d'une vie riche et haut placée. Sur ces 12 femmes, il y a 10 femmes blanches. Et, dernier point, elles sont presque toutes ouvertement de droite. J'ai dit presque. Ne me parlez pas de Christiane Taubira, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça dit de son idée de la puissance ? Est-ce que la puissance, c'est quelque chose qui est réservé aux hommes, et donc on peut applaudir des femmes puissantes une fois qu'elles ont atteint les places des hommes ? Je ne sais pas, ce n'est pas moi qui le dis. Donc je trouve que déjà, dans le choix de ces interviewés, c'est très gênant. C'est très gênant parce qu'on biaise complètement le point de vue. Et en plus, ça envoie vraiment un message de dire que une femme qui a un métier qui n'est pas reconnu, qui n'invite pas à une notoriété publique et qui n'invite pas à des positions de pouvoir, ne fait pas de nous des femmes puissantes. C'est déjà problématique dans le choix des interviewés. Et je trouve que ça pose un énorme biais parce qu'elle dit dans son introduction qu'elle va essayer d'amener une vision plurielle des féminismes avec cette phrase gênante sur Catherine Deneuve et Virginie Despentes. Déjà, pour moi, on part avec un énorme biais et qui, si on ne fait pas attention à ça, peut séduire des personnes qui lisent à se dire ah oui, effectivement, il y a des différences de point de vue. Oui, il y a des différences de point de vue extrêmement minimes sur des gens qui se ressemblent. Donc ça n'a aucun sens. Ensuite, autre point extrêmement problématique, ce sont ces questions. Il y a certaines questions. Globalement, ces questions sont dignes d'un homme blanc misogyne des années 70. Bon, déjà c'est très gênant. Mais il y a des questions redondantes qui sont d'une inutilité et d'un malaise. Donc, les questions qu'on voit le plus, déjà la première question qu'elle pose à toutes les interviewées, sa première question, c'est si je vous dis que vous êtes une femme puissante, qu'est-ce que vous me dites ? Bon, cette question révèle d'une non-définition du mot, puisque 98% de ces femmes répondent qu'elles ne se considèrent pas comme puissantes, qu'elles ne veulent pas s'approprier ce mot. En même temps, quand on voit pourquoi elles ont été choisies, c'est gênant. Mais pour moi, tout ça est un problème de définition. C'est-à-dire qu'elle ne l'a pas défini dans son introduction, elle ne le définit pas quand elle pose la question aux gens, donc pour moi, c'est une question vide de sens. Une deuxième question qui est extrêmement gênante, c'est qu'elle dit à presque toutes les interviewées « Toutes les femmes puissantes que j'ai rencontrées ont une histoire compliquée avec leur père, quelle est la vôtre ?» Donc on interviewe des femmes sous un angle féministe et on ne parle que du père. C'est non, c'est très gênant, c'est très gênant. Tout le monde, on fait de l'Oedipe à 2 balles, enfin c'est non, c'est non. Et une autre question qu'elle pose extrêmement souvent et qui est très 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 gênante, elle demande aux femmes, donc on parle de femmes politiques, on parle d'écrivaines, on parle de chirurgiennes, de femmes qui n'ont pas, qui n'ont pas un métier qui a attrait à la séduction ou à je ne sais quoi. Elle pose cette question à toutes les femmes, êtes-vous une séductrice ? Mais on dirait des questions dignes d'un vieil homme qui veut demander les dessous de la personne. C'est terrible. Et ça n'a aucun intérêt politique, intellectuel. Ça n'a aucun intérêt. Et ce qui est assez symptomatique de ces questions, globalement, il n'y a aucun fond.
Il n'y a pas de fond politique, on ne demande pas à ces femmes leurs idées. On ne demande pas leurs idées. Et c'est terrible, parce que ça en revient à dire que vous êtes des femmes puissantes parce que vous avez acquis des postes de pouvoir, mais le tout est grâce à votre père, et de toute manière, on ne vous demande pas vos idées parce que ce n'est pas assez intéressant. Mais on vous demande si vous êtes séductrice parce que c'est forcément comme ça que vous êtes arrivé en haut. C'est terrible, le schéma est patriarcal à mourir. Ensuite, il y a des questions isolées, mais qui sont vraiment extrêmement problématiques, que j'aimerais vous transmettre, pour que vous puissiez voir à quel point ça ne va pas du tout, ce livre. Il y a, page 229 et 230, un bout de l'interview de Amélie Mauresmo, qui est donc une tenniswoman qui a fait son coming out à un moment assez tardif dans sa carrière. Donc je vais vous lire quelques échanges entre elles. Donc elle lui dit, donc Léa Salamé lui dit: quand j'ai préparé notre entretien, je me suis dit que vous refuseriez d'aborder votre coming out. Amélie Mauresmo dit: je n'ai aucun problème avec le fait d'en parler, etc. Et Léa Salamé lui dit: pour autant, on ne vous a pas vu vous mobiliser contre la manif pour tous il y a quelques années, ni pour la PMA récemment. Vous avez eu vos enfants par PMA? Par PMA, non. Donc, déjà, qui es-tu pour shamer quelqu'un parce qu'il ne s'est pas mobilisé publiquement pour quelque chose qui l'a touché personnellement? Qui es-tu? On ne peut pas toutes militer de front publiquement, même si on est une personne publique. Ce n'est pas possible, on ne peut pas demander ça aux gens. Et qui es-tu pour demander comment les gens font leurs enfants? Est-ce que tu poserais cette question à une personne hétérosexuelle? Jamais de la vie. Donc qu'est-ce qui te prend, nom d'une pipe? Donc Amélie Mauresmo répond assez justement: je ne veux pas parler de la façon dont mes enfants ont été conçus. Je suis d'ailleurs toujours étonnée qu'on demande à quelqu'un comment il a fait ses enfants. Ce n'est pas la première fois qu'on me pose ce genre de questions. C'est quand même fou. Est-ce qu'on demande à un couple hétéro s'ils ont eu du mal à faire leurs enfants ou s'ils ont fait par PMA? Donc c'est très gênant. Et donc à la fin, elle est obligée de se justifier de cette histoire de ne pas s'être montrée publiquement pour contrer la manif pour tous et ou pour appuyer les projets de PMA. Elle dit malgré tout, la PMA est un sujet d'actualité. Il me semble naturel et normal que toutes les femmes puissent y avoir accès. Effectivement, je ne suis pas encore prête à être porte-parole parmi d'autres. Mais à quel moment on doit se justifier de son militantisme en tant que personne LGBT, qui déjà doit répondre à des questions extrêmement malaisantes et qui ne devraient pas avoir lieu? C'est extrêmement problématique. Une autre qui était terrible, qui est dans une des premières interviews, qui est celle de Leila Slimani, à la page 48, enfin non, je vais même vous lire 47-48 parce que c'est vraiment gênant. Elle dit, elle parle donc des femmes voilées et du patriarcat au Maghreb, puisque Leila Slimani est originaire du Maroc. Donc déjà, case, parlons des femmes voilées, check, hein, dans les questions du moment que tous les journalistes tournent en boucle autour de ce sujet, c'est check. Léa Salamé se permet de dire: justement, quel est le rôle des femmes dans la permanence du patriarcat, notamment au Maroc et au Maghreb? On incrimine les hommes, mais les femmes et les mères n'ont-elles pas un rôle presque supérieur quand elles éduquent leurs filles différemment de leurs garçons? D'un côté, le garçon est le roi, de l'autre, la fille a pour impératif de se trouver un mari. Donc, au cas où c'était pas assez pesant pour toutes les femmes, le patriarcat, maintenant c'est aussi uniquement de leur faute et de manière supérieure aux hommes si le patriarcat continue de régner. C'est quand même lunaire de dire des choses pareilles. Donc plus tard dans ces questions, Léa Salamé lui dit: en avez-vous marre d'être réduite à, ouvrez les guillemets, musulmane? Leila Slimani répond: bien sûr que j'en ai marre, je me bats contre ça, j'ai grandi dans un pays où la religion est une religion d'État, vous n'avez pas le choix, vous êtes musulmane de la naissance jusqu'à la mort. Donc elle dit bien qu'elle en a marre de cette question. Que pose Léa Salamé comme question? Êtes-vous musulmane? Mais l'audace n'a pas de limite, manifestement. Donc, Leila Slimani, plutôt fair-play, répond: d'après mes papiers, je suis musulmane, alors que je considère la religion justement comme quelque chose d'intime. Je me bats pour qu'on ne pose plus la question aux gens. Donc elle redit: ne me posez pas la question, je ne veux pas en parler, ce n'est pas un sujet de débat. Et Léa Salamé répond: êtes-vous croyante? Mais c'est pas possible d'avoir une audace et de forcer de ne pas écouter les interviewés. On dirait qu'elle avait préparé ses questions et qu'elle n'a pas écouté la réponse qui va avec. Ne pose pas la question dans ces cas-là si tu ne veux pas écouter la réponse. Très problématique ce livre. Extrêmement, je sens que ça va m'énerver tout le long. Et une petite dernière pour la route, hein, dans les questions extrêmement problématiques. Pour
certaines interviewées, elle a choisi de leur faire écouter des extraits d'autres interviews, soit de personnes qui sont liées à elle, soit de personnes qu'elles ont admirées, enfin bref, des choses qui devaient être pertinentes. Et donc pour l'interview de Laure Adler, Léa Salamé choisit de lui diffuser une interview de son mari qui raconte l'histoire de leur rencontre. Et donc, je cite, donc il parle de leur rencontre, ils ont mangé au restaurant, etc. Et il cite, enfin je cite, « Nous nous sommes retrouvés. À la fin du repas, je lui ai proposé de la raccompagner chez elle en voiture. Et dans la voiture, très vite, elle s'est endormie. Quand nous nous sommes réveillés au pied de son immeuble, quand nous sommes arrivés au pied de son immeuble, il a bien fallu que je la réveille. Alors je l'ai embrassée. Ça s'appelle une agression sexuelle, ça, monsieur. » Et Léa Salamé donne ça comme si c'était tout à fait romantique et normal. Non, non, ça s'appelle une agression sexuelle, ça ne va pas du tout, on ne fait pas ça, on n'embrasse pas les gens qui dorment, c'est non, c'est non. Voilà, et dans l'échange de conversation, c'est tout à fait normal, et elle choisit cet extrait, je veux dire, ça me désespère. Passons au point numéro 4 avant que je ne fasse une crise de nerfs. Ces descriptions. Avant chaque petite interview, il y a une petite page comme celle-ci, avec une petite description de la personne interviewée. Et c'est très gênant. Il y a dans toutes ces descriptions un qualificatif genré, un qualificatif de beauté que l'on associe aux femmes. Et elle parle également toujours un petit point justement sur le physique, qui n'a rien à voir avec leurs accomplissements, avec leurs idées, avec leurs rêves, avec qui elles sont. On parle toujours de leur physique. Je vais vous en lire 2 pour que vous compreniez l'ampleur des dégâts. Je vais vous lire celui de Leila Slimani, qui est donc à la page 30. Elle a l'air douce avec ses grands yeux noirs qui brillent et sa taille si fine. Leila Slimani a quelque chose d'une Audrey Hepburn orientale. Elle a l'air de s'amuser de tout, de son succès comme des éloges. Elle sourit toujours, peut-être pour cacher les failles de l'enfance et les fêlures de l'exilé. Elle sait qu'on dit qu'elle est le prototype de la femme arabe libérée et sexy, comme on les aime en France. Elle a eu le prix Goncourt à 35 ans et vendu des millions de livres dans le monde. Née au Maroc, Leila Slimani incarne aujourd'hui pour le Financial Times ou les magazines indiens l'élégance de la femme française. Dites-moi s'il n'y a que moi que ça choque. Hein. La première phrase, c'est « Elle a l'air douce avec ses grands yeux noirs qui brillent et sa taille si fine. » Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de sa taille fine? Mais laissez-nous tranquilles. Elle sait qu'on dit d'elle qu'elle est le prototype de la femme arabe libérée et sexy comme on les aime en France. Mais au secours! Au secours! Je ne veux pas être associée à cette France, hein. Mais au secours! Qu'est-ce que... Non! Laissez les femmes tranquilles. Pourquoi on dit des choses pareilles? Dans un livre qui se revendique féministe, mais au secours! Ensuite, à la page 76, je vous lis une autre description. Il y a celle de Christiane Taubira. On a toujours un peu la trouille de la rencontrer, tant elle peut vous renvoyer brutalement dans les cordes si elle n'est pas contente. Même ses détracteurs, ils sont nombreux, reconnaissent qu'elle a un souffle, une voix, un truc différent. Ce qu'on appelle le charisme. Elle a porté le mariage pour tous, l'a incarné, comme Simone Veil avant elle, la loi sur l'IVG. Elle a aussi affronté des critiques violentes et des insultes racistes insupportables. Ne la traitez jamais de victime, elle déteste ça. Ouvrez les guillemets. Vous ne pouvez pas imaginer comme je suis forte, proclame-t-elle. On la croit volontiers. Ce petit bout de femme, toujours apprêté, juché sur des talons aiguilles, semble invincible. Je l'ai rencontrée à la Maison de la Poésie à Paris, ce lieu qu'elle adore. Elle a débarqué, impériale, ses lunettes de soleil sur la tête. Ce petit bout de femme. Mais tu viens de dire qu'elle te faisait peur. Pourquoi tu parles d'un petit bout de femme pour la réduire? Mais ça ne va pas bien, hein. Je n'ai même pas d'argument tellement ça me dépasse de faire des choses pareilles. Non, on ne peut pas se prétendre féministe, interviewer Christiane Taubira et en parler comme un petit bout de femme, toujours apprêté, juché sur des talons aiguilles. Mais qu'est-ce qui ne va pas bien? Pourquoi on dit ça? Quel est l'intérêt de dire ça? Quel est l'intérêt fondamental de cette description? J'aimerais savoir. Quel est l'argument? J'aimerais savoir. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que ça n'est pas féministe. Ça n'existe pas de faire des descriptions comme ça en 2021. Et ensuite, ma dernière partie qui a fini de m'achever. Parce que autant, bon, comme c'est elle qui les a choisis, ça ne pouvait pas se passer comme ça, parce qu'elle n'a pris aucun risque, Léa Salamé. Elle n'a pris aucun risque en s'agissant de ces femmes, et donc elle n'a que des femmes d'accord avec elle, qui sont donc tout aussi problématiques qu'elle. Et je vais vous lire quelques extraits des plus problématiques. Il y a notamment Chloé Bertolu.
qui est une chirurgienne. Léa Salamé lui demande: la chirurgie est l'un des corps médicaux les moins féminisés. Seul un chirurgien sur 5 est une femme. Est-ce parce que les femmes n'osent pas aller vers cette pratique? Comment l'expliquez-vous? La réponse de Chloé Bertholus est digne d'un homme, clairement. J'ignore d'où vient l'appétence ou pas pour la chirurgie. Ici, beaucoup de filles deviennent internes ou chefs de clinique. Mais le modèle du chef de service de chirurgie reste encore celui de l'homme jouissant d'une aide considérable à la maison. La carrière universitaire est extrêmement difficile. Pour devenir professeur de médecine, il faut faire 20 ans d'études. Pas 5, 10, mais 20. Si l'on veut y arriver et avoir une vie de famille, il faut un environnement très structuré et structurant. Pour ma génération et celle du dessus, les femmes n'ont pas forcément eu la carrière qu'elles méritaient parce qu'elles devaient faire beaucoup de choses en plus, notamment s'occuper de la famille. Mais les choses changent. Aujourd'hui, je ne pense pas que les filles n'osent pas devenir chirurgiens, c'est surtout une question d'envie. Donc elle ne nie pas qu'il y a eu un problème de sexisme à cause des tâches ménagères qui a conduit à ce que les femmes ne soient pas directrices, chefs de service de chirurgie. Mais aujourd'hui, le problème est résolu, ce n'est qu'une question d'envie. Qu'est-ce que vous attendez, les filles? Vous n'avez pas envie d'être chef de clinique en chirurgie? Voilà, c'est tout ce qu'on voit comme problème, finalement. Pas du tout de problème de patriarcat. Zéro. Et pour finir dans son délire de « il faut juste avoir envie », elle dit plus tard dans l'interview: « Quand je ne réussis pas quelque chose, je ne me dis jamais que c'est parce que je suis une femme. J'accuse plutôt le fait de ne pas avoir assez travaillé ou mon manque de courage. Je ne me suis jamais posée en victime de ma féminité. » Eh bien, grand bien te fasse, Chloé Bertholus, de ne pas avoir besoin de pointer du doigt les problèmes systémiques qui font que tu n'arrives pas à certaines choses et que tu as un plafond de verre au-dessus de ta tête. Mais on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça, ça s'appelle de la méritocratie et c'est juste du sexisme. Donc globalement, c'est un énorme bullshit. Voilà. Ensuite, par rapport à Laura Adler. Ah oui, parce que Léa Salamé adore poser la question que pensez-vous du mouvement MeToo? Et elle aime bien faire dire que quand même on est allé un petit peu trop loin. Et donc Laura Adler, qui a signé au moment de la tribune de la liberté d'importuner, elle a signé un texte écrivant qu'elle n'était pas d'accord avec cette tribune. Donc jusqu'ici, c'est plutôt cool. Et elle dit: nous ne sommes pas en guerre, je pense que Balance ton porc est un très mauvais intitulé pour défendre une belle cause. Les hommes ne sont pas des porcs, beaucoup sont féministes. Quel intérêt de dire ça? Quel intérêt? C'est un not all men dit par une femme, clairement. On n'a jamais dit que tous les hommes étaient des porcs. Et par contre, déjà, non, ils ne sont pas beaucoup féministes. Pourquoi défendre ça? Quel intérêt? Bon, dans les pépites, il y a évidemment Elisabeth Badinter, qui nous dit: en revanche, il faut cesser de penser que la femme est une victime née, ou que les hommes sont tous des agresseurs potentiels, comme le dit Caroline de Haas. Ce n'est pas vrai, laisser entendre cela est absolument dégueulasse et aura des conséquences très graves. Plus loin, elle dit: il y a comme une espèce de chape de plomb qui pèse sur nous tous les jours un peu plus. On coupe une phrase qui du coup devient ambiguë, on la colle dans un tweet et voici des milliers, des millions d'indignations, de condamnations. La liberté de parole est menacée. Quand 100 femmes signent une tribune pour la liberté d'importuner, elles usent de leur liberté de parler. Je n'ai même plus de mots. Tellement c'est bête. Pourquoi on défend les hommes? Pourquoi dans un livre féministe, on défend les agresseurs? J'aimerais savoir, vraiment. Et la championne quand même de ces interviewées, c'est Bettina Hems, qui est une photographe. Et là, elle a le palmarès de la connerie. En même temps, j'ai un peu de pitié pour elle. Elle dit: à l'âge de 8 ans, j'étais obèse et je m'habillais en taille 18 ans. C'était très humiliant pour moi et pour mes parents. Mon père ne voulait pas que je sorte de ma chambre et que je me montre aux autres. L'une des hypothèses à laquelle j'ai beaucoup réfléchi, c'est que je lui ai offert ensuite plein de belles femmes via la photographie pour qu'elles s'intéressent à moi. Mais au secours, cette phrase. J'ai à la fois envie de lui faire un câlin, de lui dire: c'est pas grave, ton père était un mec horrible, on va faire quelque chose ensemble. Mais quand elle dit, car elle est photographe, je lui ai offert plein de belles femmes, parce que t'étais pas assez belle pour ton père, mais au secours. Page 191 fait carrément l'apologie de la violence envers les femmes. Elle parle de Diane Arbus, qui est une autre photographe qui manifestement l'a inspirée. Et elle dit: dans la préface d'une biographie qui lui est consacrée, elle raconte son rapport avec ses modèles.
Elle était incroyablement brutale. Il y a une scène où elle allonge une femme sur un lit. Cette dernière ne veut plus poser, se lève pour s'en aller. Diane Arbus prend alors son appareil, se met à califourchon sur elle et coince la femme qu'elle photographie en dessous. Cela ressemble à un viol. Ce qui m'a paru incroyable, c'est d'en être arrivé là et d'assumer de le raconter. Je suis bizarrement tombée amoureuse de cette femme. Elle avait en elle une dualité, à la fois de la brutalité et de l'amour pour les sujets qu'elle photographiait. Mais le consentement? Mais quoi? Non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Et on ne fait pas l'apologie des gens qui font ça. Ça n'a aucun sens. Et une petite dernière pour la route. Quand vient la question de MeToo, elle dit « La libération de la parole des femmes est une chose absolument nécessaire, mais la délation me plaît moins. Je trouve qu'on franchit la limite. L'espèce de grande messe qui consiste à dénoncer tout le monde me rappelle comment les Français se sont conduits pendant la guerre. On a aussi dénoncé des choses ridicules. Beaucoup de femmes se sont discréditées en y allant trop fort. Le droit à la séduction n'existe plus. J'aimerais qu'on retourne à quelque chose de plus raisonnable. Ma génération trouvait ça gai, normal. Quand on se promenait en short, qu'on passait devant un chantier et que les types nous sifflaient, on était contente. On se disait qu'on était jolie. Mais au secours, mais cette femme fait partie des gens contre qui je me bats chaque jour. Et elle fait partie des interviewées des femmes puissantes pour un livre féministe de Léa Salamé. Au secours. Voilà, je pense que j'ai dit au secours 100 fois dans cette vidéo, et je pense que ça signe le pourquoi on ne peut pas mettre ce livre dans la catégorie féminisme dans les librairies. Si vous êtes libraire, par pitié, ne mettez pas ce livre. Si vous n'avez pas le choix, ayez au moins la décence de ne pas le mettre dans le rayon féminisme. Ça devrait être interdit de faire ça. Et Léa Salamé, arrêtez de prétendre que vous êtes féministe. C'est faux. C'est non. On dit non. On ne vous accepte pas. Parce que vous n'êtes pas féministe. Vraiment. Pas du tout. Vous ne défendez pas les droits des femmes. Vous avez fait que faire l'apologie de femmes qui détestent les femmes, manifestement. Je ne sais plus quoi faire de vous. Et je ne sais plus quoi faire des femmes que vous avez interviewées. Voilà. Cette torture est terminée. Je vais arrêter de parler de ce livre. Je pense que je vais le mettre dans une boîte à livres avec toutes mes petites annotations de pourquoi c'est problématique, en espérant que personne ne le lise, mais que si quelqu'un le lise, se rende compte de à quel point c'est problématique. Voilà, j'espère que à travers cette vidéo, vous aurez compris pourquoi je vous déconseille totalement de lire ce livre, et pourquoi je vous conseille de faire attention au choix de qui vous écoutez quand vous voulez parler d'un sujet quand vous voulez vous éduquer sur un sujet que vous ne connaissez pas. Faites attention au point de vue. Parce que vraiment, on peut se faire berner par ce genre d'ânerie. Voilà, j'espère que cette vidéo qui est un petit peu différente de d'habitude vous aura plu. Je vous souhaite je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos.